dans le cadre du projet, puis de l'assistanat de recherche, puis de plein d'affaires, je fais aussi des demandes de bourse. Alors, puis ça donne que cette année, moi, j'ai été très chanceuse. J'en ai eu quand même une couple que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc, on m'a demandé de venir vous faire une présentation sur les bourses de scolarité. Donc, bourses de scolarité, comment s'y retrouver? Alors, on va regarder plusieurs choses. Alors, ne pas lâcher, hein? Pourquoi vouloir des bourses? Donc, j'imagine que certaines d'entre vous auront remarqué que le processus de faire les demandes de bourse, d'avoir des bourses, c'est un processus qui est long et qui est intense, qui n'est pas nécessairement le fun. Les instructions ne sont pas toujours claires, on n'a pas de réponse. Souvent, ça prend plusieurs demandes avant de commencer à en avoir. Et c'est une gratification qui est un petit peu différée, hein? Donc, souvent, ça va être quelques mois plus tard qu'on va avoir notre réponse. Donc, quand on commence puis qu'on n'a pas eu de bourse jusqu'à maintenant, ça peut être décourageant. Tu fais comme 10-15 demandes, puis là, tu n'as rien, puis là, tu te dis, voyons donc. Mais finalement, il faut se dire aussi qu'il y a un délai dans les demandes de bourse. Donc, malgré tout ça, qui est un peu un côté négatif de la chose, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir des bourses? Donc, évidemment, je pense que tout le monde s'entend pour dire que des bourses, c'est le fun parce que ça donne de l'argent. Ça, c'est pas mal le premier niveau. Donc, ça vous donne une certaine tranquillité d'esprit pour vos dépenses, pour vos responsabilités. Là, si vous avez des responsabilités familiales, ça l'aide. Si vous avez d'autres types de responsabilités, c'est vraiment intéressant. Mais les bourses, ça fait aussi partie du CV académique. Donc, si jamais vous visez un poste de professeur ou travaillez dans des institutions, là, par exemple, des organismes qui financent des universités, des cégeps, tout ça, ça fait partie, c'est des belles lignes sur le CV. Donc, ça a aussi cet avantage-là. C'est sûr que si vous dites, mettons, on prend les grandes bourses, là, la CRSH et les FRQSC, que vous connaissez peut-être de nom. Bon, ça vous prend quoi? 15, 20, 30 heures, 40 heures, préparer votre demande de bourse. Mais dans les faits, si vous avez le CRSH ou le FRQSC, c'est 21 000 par année. Donc, si on dit un retour sur investissement, par heure que vous avez pris à travailler, à faire la bourse, combien de dollars est-ce que ça vous est revenu? Donc, c'est plusieurs milliers de dollars par heure que vous allez avoir travaillé. Donc, c'est un très bon retour sur investissement. S'il y a bien une chose à mettre du temps dans votre scolarité. Les bourses amènent les bourses. Ça, c'est quelque chose qui est un peu un secret de polichinelle. Donc, ceux qui sont déjà dans le processus le savent. Puis, c'est vraiment pas caché que si vous avez des bourses puis que vous faites des demandes de bourse, ça va vous donner des points, avoir déjà des bourses pour avoir d'autres bourses et ainsi de suite. Donc, ça, c'est aussi une autre bonne façon de vouloir des bourses, pas nécessairement les plus grandes ou les montants les plus élevés, mais aussi les petits montants, là, les quelques centaines de dollars qui sont pas nécessairement, qui sont moins intéressants au niveau financier, mais ça vous aide à avoir d'autres bourses. Donc, ça, c'est intéressant. Et deux petites choses qui sont plus holistiques peut-être. Donc, ça vous permet de vérifier des nouveaux angles de votre projet parce qu'on vous demande tout le temps de présenter votre projet, puis parfois, je vais vous en parler un peu plus tard, il faut un peu ajuster l'angle du projet par rapport à certaines bourses. Donc, ça vous permet vraiment de voir les nouveaux angles qui existent dans votre projet, puis les retombées que ça pourrait avoir sur différents milieux, différents contextes. Et ça établit vraiment votre crédibilité en tant qu'étudiant-chercheur, puis plus tard en tant que chercheur, si c'est ça que vous visez. Donc, voilà, c'est quand même... c'est un processus qui est plate, mais qui donne beaucoup. Disons-le comme ça. Alors, pour partir comme ça, je vais vous conter un peu mon histoire personnelle parce que vous vous dites peut-être « Ah, ben Maude, elle a eu plein de bourses, puis elle est exceptionnelle et elle a un dossier magnifique et blablabla, puis c'est bien juste elle qui peut avoir des bourses. » C'est pas tout à fait le cas. Donc, mon histoire personnelle, si on remonte à il y a 1 an, à peu près à ce temps-ci de l'année, moi, j'avais reçu une bourse de toute ma scolarité. J'étais en 2e année, je commençais ma 2e année de doctorat. Donc, ça vous donne une idée. J'avais reçu une bourse pendant la maîtrise de 500 $ dans un concours qui était finalement
qu'il n'y avait tellement pas eu de candidature que, il y avait 3 bourses, puis on était les 3 postulés, puis on l'a eu. Ça vous donne une idée. Puis j'avais quand même une bonne moyenne au doctorat, mais je n'ai pas toujours eu une bonne moyenne dans mes études. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui sont comptés quand vous faites vos demandes de bourse. Donc, il faut vous dire aussi que oui, c'est compté, mais vous avez quand même des chances, même si ça n'a peut-être pas été toujours votre but d'avoir des notes parfaites. Là. Moi, ce n'était pas mon but au bac. Là. Je vous le dis tout de suite. Puis j'avais quelques communications puis publications. Puis je ne m'impliquais pas vraiment dans grand-chose non plus. Donc, c'est un profil qui est assez, mettons, commun il y a 1 an. Et maintenant, si on fait fast-forward à maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est que j'ai ajouté certaines choses à mon profil. Donc, j'ai plusieurs publications et communications. Je me suis impliquée aussi, dans mon année, j'ai appris que s'impliquer bénévolement au niveau des associations étudiantes, du syndicat, etc., ça donne des points aussi dans la candidature. Et j'ai fait beaucoup d'efforts j'ai fait beaucoup de demandes de bourse et j'en ai obtenu 15, donc en tout 14, disons, en 1 an. 15 avec celle que j'avais déjà, là, la petite bourse de 500 $. J'ai mis la liste là. C'est des bourses que vous pouvez remarquer en lisant la liste que j'en ai beaucoup qui sont des associations étudiantes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais c'est le fun. C'est relativement facile à obtenir comme bourse. Puis c'est des bourses qui sont intéressantes. Vous remarquerez qu'il y en a une couple de l'université de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et il y en a quelques-unes aussi de la FUC, donc qui est la fondation de l'UQ. Là, j'ai vraiment un angle. Moi, personnellement, je suis à l'UQAM, donc je vous raconte un peu mon parcours, mais vous allez voir que vous allez aussi avoir d'autres propositions qui sont accessibles dans d'autres universités. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas à l'UQAM, la rencontre va quand même être pertinente. Donc, je pense que l'histoire personnelle, c'est juste l'idée de dire, peu importe vous en êtes où dans votre parcours, ça vaut la peine de faire des demandes parce que vous pouvez en obtenir là, des bourses. Ce n'est pas impossible. Comme j'ai dit, c'est plate, c'est long, mais c'est un processus qui se fait. C'est possible. Retenez ça. Alors voilà. Et là, vous vous demandez, d'accord, mais où trouve-t-on les bourses? Maude, aide-moi à trouver les bourses. Donc, on a plusieurs paliers pour aller demander des bourses. Puis, ce qu'il faut retenir principalement dans le diagramme que je vous ai mis, là, je vais tout vous l'expliquer, mais c'est que ceux qui sont à la base de la pyramide, c'est vraiment des bourses qui sont plus faciles à aller chercher. Donc, si on prend comme idée les prêts et bourses du gouvernement, tout le monde peut aller demander des prêts et bourses au gouvernement. Là. Tout le monde va avoir un prêt et si vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous avez des bourses aussi. Si vous regardez à l'international, là, c'est beaucoup plus difficile parce que le bassin aussi de candidature est beaucoup plus grand. Donc, à un moment donné, dans la pyramide, il faut que vous vous demandiez est-ce que ça vaut la peine de mettre l'effort aussi, considérant qu'il y a beaucoup plus de candidatures et a beaucoup plus de chances d'avoir des très bonnes candidatures aussi dans le bassin. Donc, pour commencer, vous avez les prêts et bourses du gouvernement. Si vous n'avez pas déjà les prêts et bourses du gouvernement, allez faire votre demande. C'est la base. Maintenant, après ça, on a les équipes de recherche. Donc, nous, on est chanceux d'être dans l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance qui fait des concours de bourse habituellement, un à l'automne puis un à l'hiver, je crois, mais dépendamment des années, ça varie un peu. Donc, déjà, vous avez accès à ces bourses-là. Si vous faites partie aussi d'une autre équipe de recherche, ça se peut que votre co-direction ou un autre peu importe quelle façon, vous faites partie en plus d'autres équipes de recherche, soyez au courant des concours de bourse qu'ils font. Souvent, ils vont aider les étudiants. Puis, ce qui est le fun, c'est que l'équipe de recherche, c'est beaucoup plus petit que la faculté. Donc, vous avez plus de chances de les gagner aussi. Donc, il y a ça. Si on va plus haut, on a les associations étudiantes qui en font. Dépendamment, là, il faut vérifier dans vos universités quelles associations étudiantes vous faites partie. Je sais que, par exemple, je crois que c'est à l'Université Laval, il n'y avait pas d'association pour les étudiants au SICSUP, mais il y a quand même une association plus générale. Donc ça, c'est intéressant. Souvent, il y en a comme, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine à donner par session. Puis, habituellement, ils reçoivent comme 10 demandes. Fait que souvent, ça, c'est des bourses que
vous êtes pas mal assuré de gagner. Puis je dis ça en connaissance de cause parce que je fais partie de l'association étudiante maintenant au cycle supérieur à l'UQAM. Puis, c'est ça, la dernière année, à notre concours de bourse de l'hiver, on a reçu genre 8 candidatures, puis on avait 16 bourses à donner. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher ces bourses-là. Ça vaut vraiment la peine de faire l'effort. Puis souvent, en plus, c'est pas nécessairement des demandes qui sont longues à faire. Ça va vous prendre 1 heure, 2, peut-être 3. Puis c'est vraiment, c'est pas mal plus intéressant. Après ça, si jamais vous faites partie d'organismes communautaires, vous impliquez dans votre communauté, tout ça, il y avait des exemples. Par exemple, le Club des femmes universitaires du Lakeshore de Montréal donne des bourses juste parce que vous habitez dans la région. Donc ça, c'est important de s'informer si les organismes autour de vous peuvent donner des bourses aux étudiants. Donc le bassin est encore un petit peu plus grand, mais c'est aussi le genre de bourse qui reçoit peut-être moins de demandes. Donc, puis il y a des statistiques là-dessus sur le nombre de bourses qui ne sont pas données à chaque année. C'est plusieurs milliers, voire millions de dollars qui ne sont pas donnés parce qu'il n'y a pas assez de monde qui demande. Donc, n'hésitez pas à le faire. Tout ce que je vous dis là, je sais qu'à l'UQAM, il existe le RIB, le répertoire institutionnel des bourses. Donc ça, vous pouvez toujours aller de mémoire, le site Internet, c'est bourse.uqam.ca, puis vous connectez avec votre identifiant. Puis là, vous avez une liste en fonction de votre profil. Là, vous êtes au doctorat ou vous êtes à la maîtrise, puis vous dit, ben, peut-être que tu es éligible pour telle bourse. Donc ça, faites vous-même votre recherche. C'est intéressant si jamais vous êtes étudiant autochtone, si vous êtes étudiant international, si vous êtes différents profils. Je sais qu'il y en a des nouvelles bourses pour les personnes LGBTQ+. Donc, ça, c'est important. Là. Faites vos recherches, regardez c'est quoi les particularités de votre profil, puis vous allez pouvoir aussi vous-même vous faire une liste finalement de bourses que vous pourriez demander. Donc voilà, puis je sais que habituellement, à l'Université Laval, ils ont aussi un système là, pour chercher les bourses. Donc, habituellement, dans les universités, c'est assez bien fait, ça vaut la peine d'aller voir. Puis souvent, une fois par mois, c'est un bon temps pour aller regarder. Là. Souvent, il y en a des bourses à chaque mois qui ouvrent parce qu'il y a des concours qui ouvrent. Ils ne restent pas ouverts toute l'année. Ils ouvrent en septembre, ils ouvrent en octobre. Donc, tranquillement, pas vite, ça l'ouvre. Ensuite, on va un peu plus grand, faculté et département de l'université. Donc, par exemple, à la faculté d'éducation de l'UQAM, on a les prix en recherche qui ont été, le concours était à l'hiver, donc prix d'excellence en recherche. Il y en avait au doctorat, à la maîtrise, puis il y en avait pour les chercheurs aussi. Donc, ça aussi, c'est des choses qui, habituellement, qui vous envoient un courriel à étudiants de la faculté, on a tel concours de bourse qui existe, vous pouvez postuler. Plus gros que ça, vous avez les concours universitaires. Il existe la fondation de l'UQAM, mais il y a aussi la fondation de l'UQO, la fondation de l'Université Laval. Donc ça, c'est des bourses habituellement qui sont données à tous les étudiants de l'université. Puis, il y a quand même une bonne quantité de bourses qui sont données là-dedans, donc ça vaut aussi la peine de s'informer. Et là, plus grand que ça, là, on tombe dans les bourses qui sont très compétitives. Donc, les organismes québécois, on va penser au FRQSC, donc le Fonds de recherche du Québec. Nous, on est dans la catégorie Société et culture, FRQSC. Je vais en dire un mot plus loin, mais vous allez voir, ce n'est pas très long. Puis, il existe des présentations spécifiquement pour ces bourses-là aussi. Fait que je vous encourage vraiment à vous informer de quand ces présentations-là sont faites là, pour vous donner des informations sur cette bourse-là particulière. La fondation de l'UQ, c'est un peu le même principe que les associations étudiantes. Il y a souvent plus de bourses qui sont offertes que de demandes qui sont reçues. Puis ça, c'est tous les universités qui font partie du réseau de l'UQ, UQ. Ils ont accès vraiment à ça. Donc, ça vaut la peine. Puis, on a 2 concours par année. Donc, à l'hiver, c'est plus pour besoins financiers. Puis, à l'automne, non, inverse. Automne, c'est besoins financiers. Puis, hiver, c'est plus excellence. Donc, dépendamment de votre profil, vous pourriez probablement en gagner 2. Puis, l'AEPQ, si vous ne saviez pas, l'Association d'éducation préscolaire du Québec offre des prix et bourses aussi au cours de l'année. Il y en a un qui termine le 31 août, qui est le prix Marie-Jacques pour les étudiants au cycle supérieur. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose à aller voir aussi.
plus haut que ça, donc on a les organismes qui sont canadiens. Par exemple, on a la FCFDU qui donne des bourses à toutes les femmes au Canada, mais qui donne peut-être 10 bourses dans leur concours. Donc là, vous voyez que le bassin est pas mal plus grand. Puis souvent, c'est des bourses qui sont centrées plus sur des sujets reliés à améliorer la condition féminine. Donc, si ça vous concerne, ça pourrait être intéressant de mettre du temps. Si c'est moins votre projet, peut-être que ça ne vaut pas tout à fait la peine de monter tout le dossier. La Fondation Pierre-Éliott Trudeau, c'est un peu la même chose. Le CRSH, donc, tu sais, là, on est vraiment dans un niveau de bourse que c'est plus l'excellence, puis que vous avez vraiment un grand bassin aussi de candidature. Le CRSH, c'est intéressant parce qu'il y a des quotas par université. Donc, vous êtes assuré dans votre département d'avoir un certain nombre de bourses. Mais, donc, ça facilite un peu la compétitivité du concours versus, disons, la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, ben là, il en donne 10, puis c'est comme n'importe quel Canadien qui peut y avoir accès. Et à la fin, vous avez aussi concours de bourse internationale. Là, il y a la SRCD qui en donne, le ECRA, il en donne aussi. Donc, c'est des choses que vous pouvez vous intéresser, mais comme j'ai dit, c'est beaucoup plus compétitif. Les bassins de candidature sont beaucoup plus grands, donc les chances de les avoir sont moins hautes, mais souvent, la reconnaissance est meilleure aussi. Il faut tenir en compte aussi, c'est qu'il y a certaines bourses qui ne permettent pas le cumul de bourses. Par exemple, le FRQSC, une fois qu'on l'obtient, c'est plus difficile de trouver des bourses qui pourraient être combinées. Oui, absolument. Puis ça montre aussi l'importance de bien lire les critères d'admissibilité pour les bourses. Parce que, par exemple, les bourses de la FUC, tu ne peux pas avoir gagné plus de 8 000 bourses dans la dernière année par rapport à la fermeture. 8 000 de bourses, Maude. 8 000 bourses, c'est beaucoup de bourses. Oui, 8 000 pardon. Donc, ça, si jamais vous avez reçu des plus grosses bourses, ben, ça se peut que vous ne soyez pas éligible. Puis, ça ne sert à rien de mettre des heures à préparer un dossier si vous n'êtes pas éligible. Donc, assurez-vous de bien lire les critères d'admissibilité pour ça. Oui, avant de commencer puis de vérifier si finalement on est admissible. Oui, puis beaucoup de bourses aussi, si jamais vous avez le FRQSC ou le CRSH, il y a beaucoup de bourses qui ne permettent pas justement le cumul avec ces bourses-là. Donc, ça, il faut vraiment, une fois que vous l'avez, faites très attention, en fait, de bien lire les critères parce que justement, là, vous ne voulez pas perdre du temps considérant que vous avez votre thèse ou votre mémoire, puis l'assistant de recherche, puis le travail à faire en plus de tout ça. Type de bourse. On a plusieurs types de bourses qui existent. Les premières, type bourse d'excellence. Ça ne vous surprendra pas vraiment. Donc, c'est vraiment pour reconnaître l'excellence du candidat, de son dossier, tout ça. Alors, souvent, on va demander une certaine moyenne académique à ne pas être en bas de ça. On va compter les bourses et les distinctions, les prix aussi. Si jamais vous avez des prix, là, par exemple, j'ai gagné un prix d'une affiche là, au SRCD. Ce n'est pas un prix en argent, mais ça compte aussi dans vos demandes. Donc, si jamais vous avez reçu ce genre de prix-là, c'est juste une mention, ça compte aussi. Donc, qualité des réalisations, si vous avez fait des publications, des résumés, des affiches, des présentations, etc., c'est compté dans ces bourses-là. Souvent, votre projet de recherche va être évalué. Votre expérience en recherche, si vous avez fait de l'assistanat, si vous avez coordonné des projets, si vous avez été chargé de cours, ça va compter aussi. Et l'excellence qui est reconnue par les pairs. Donc, habituellement, ces bourses-là demandent des lettres de recommandation. Alors là, prenez-vous-y d'avance. Les profs sont occupés, on le sait tous. Donc, prenez-vous, mettons, minimum 1 mois d'avance. Avertissez les profs, je m'intéresse à postuler pour telle bourse. Est-ce que tu peux me faire une lettre de recommandation? Oui, non. Puis souvent, ça vous prend pas juste une lettre, ça vous en prend 2 ou 3 pour les bourses très compétitives. Donc, bonne idée de se prendre d'avance pour ce genre de bourse-là. Bourse d'implication, si jamais vous impliquez dans des organisations communautaires, des associations étudiantes, des syndicats, etc. Donc, ça vise à reconnaître cet engagement-là. Donc, on va regarder, est-ce que vous avez réussi à faire un certain équilibre entre votre implication et vos résultats au doctorat ou à la maîtrise? Mais souvent, parfois, on va demander une certaine note au niveau du dossier académique, mais elle est beaucoup plus basse que pour les bourses d'excellence. On va regarder aussi vos compétences de leadership. Souvent, on va vous demander, décrivez, c'était quoi votre importance dans tel projet? C'est quoi que vous avez fait? C'est quoi que vous avez mis en place? Etc.
On va vous demander les retombées concrètes de l'engagement. Donc, vous avez fait un projet, ben, c'est quoi que ça a donné pour la communauté ou pour peu importe. La constance dans l'application, des fois, c'est un critère. Donc, est-ce que vous venez de vous impliquer comme moi depuis 1 an ou vous impliquez depuis que vous avez 16 ans? Donc, ça peut, il faut vérifier pour les bourses, ça peut être un critère. Donc, si ça fait longtemps que vous vous impliquez, bien, ça vous donne encore plus de points. C'est vraiment génial. Et des fois, on va aussi reconnaître les bourses qui sont distinctions au prix que vous aviez déjà reçues. Donc, vous voyez que les bourses reviennent dans les candidatures. Ça donne des points. Les bourses amènent des bourses. On a des bourses de persévérance ou de besoins financiers. Ça, les critères sont habituellement vraiment plus bas. Puis, généralement, on n'a pas de critères au niveau de l'excellence. Il n'y a pas de cote académique à avoir. Mais on va vous demander d'écrire dans une lettre, c'est quoi les défis auxquels vous faites face, puis comment vous avez, en fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les surmonter? Donc, c'est quoi les efforts que vous avez faits? C'est quoi les changements à votre routine, à votre vie que vous avez fait pour répondre à vos besoins? Donc, on va aussi compter l'engagement, les bourses, les réalisations, puis des fois la moyenne cumulative, mais habituellement, ce n'est pas le focus de ces bourses-là, donc il y en a moins. Souvent, c'est des bourses qui sont un petit peu plus faciles à gagner, mais ça vous demande de décrire plus votre expérience personnelle aussi. Donc, ça réfléchit. Et on a un 4e type de bourse, mais qui n'est pas tant une bourse pour vous. Souvent, ça va être une bourse pour un projet. Donc, si jamais vous avez un projet en tête de, je ne sais pas, créer une association pour telle affaire ou n'importe quoi, là, un projet pour la lecture au préscolaire, exemple. Bien, souvent, il y a des subventions pour projets qui vous permettent de d'écrire le projet. Si vous faites un horaire, un budget détaillé, tout ça, puis ça pourrait vous permettre de gagner un certain nombre d'argent pour mener à bien le projet. Donc, ça, c'est une bourse qui n'est pas nécessairement pour vous, qui va compter quand même dans votre CV, mais qui est plus pour vous impliquer dans un projet ou mettre en place quelque chose pour ça. Donc, voilà. Je vous en ai mis 3, là, les exemples, par exemple, la bourse MITAC. Donc, ça, c'est pour vous intégrer dans un projet qui existe déjà. Le programme Dialogue du FRQSC, c'est pour mettre en place des événements de partage de connaissances, des revues ou peu importe. Donc, ça, c'est intéressant. Les subventions de projet de l'ADES, donc vous dites, ben moi, je vais faire un projet sur telle affaire qui va aider les étudiants universitaires. L'ADES pourrait vous donner un certain montant aussi. Souvent, c'est des montants qui vont varier entre 500 000 à 5 000 habituellement. Très court mot sur les bourses CRSH et FRQSC, qui est habituellement les grosses bourses qu'on essaye d'avoir, que j'imagine tout le monde ici est en train de faire les démarches pour. Il existe des rencontres, les universités le font, les services à la vie étudiante le font spécifiquement pour vous expliquer c'est quoi les critères de sélection des bourses, comment monter son dossier pour les bourses. Il y a des services aussi de relecture de projets, tout ça. Donc, assurez-vous que si vous faites votre demande, ayez ces informations-là. Là, présentez-vous aux présentations, c'est important. Donc, moi, ce n'est pas vraiment mon rôle aujourd'hui de vous dire comment monter votre dossier CRSH ou FRQSC. L'information est ailleurs, mais quelques petits conseils que j'ai pour vous. Prenez-vous d'avance pour vous préparer parce que les systèmes du CRSH et FRQSC ne sont pas clairs. Les titres des sections, ce n'est pas clair. Les critères, tu as des instructions, tout ça. Pas juste pour se retrouver dans le système, ça prend un certain temps d'adaptation. Puis après ça, vous avez 10-15 documents à créer, puis c'est des documents qui sont, on le sait, c'est très compétitif, donc il faut que ça soit sur la couche. C'est vraiment important. Donc, prenez-vous d'avance, faites relire votre projet parce que ce n'est pas nécessairement des experts dans votre domaine qui vont lire votre projet. Donc, oui, faites-vous relire par vos directions de recherche, faites-vous relire par votre mère, par votre grand-mère, par votre tante, pas votre chien parce que c'est pas lire, mais par votre chum. Donc, c'est important d'avoir cette haute vue-là aussi de dire, ben, si je ne suis pas un expert dans le domaine, ça, je ne comprends pas ça. Peut-être que le chercheur, que lui est en, je ne sais pas, si vous êtes en éducation puis il est en psycho, mais il n'y a comme pas ces concepts-là, ben, il ne comprendra pas. Donc, ça, c'est super important. Utilisez les services de relecture qui sont offerts. Il y en a toujours qui sont offerts à chaque année. Et allez chercher tout ce qui pourrait aider votre candidature. Vous avez fait un voyage d'aide communautaire internationale.
mettez-le dans votre candidature. Vous avez fait un petit contrat de recherche il y a 3 ans, mettez-le dans votre candidature. Vous avez obtenu un prix au cégep. Là, il faut vérifier dépendamment là, de c'était quand votre cégep. Et tout ça, des fois, ils disent, ben, tu ne peux pas marquer des choses à plus que 10 ans de temps. Mais c'est des choses que, tu sais, même si ce n'est pas des prix wow ou génial ou des bourses fantastiques, ça vaut la peine d'aller chercher. Vous avez fait une présentation dans un colloque à la fin de votre bac parce que vous présentiez votre mémoire de bac, ça vaut la peine de le mettre aussi dans sa candidature. Donc, réfléchissez à tout ce qui peut embellir votre candidature et utilisez-le. Il y a un blog et un livre qui s'appelle The Professor is In. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une très bonne lecture pour bien planifier votre cheminement au doctorat ou à la maîtrise si vous avez en vue une carrière en recherche, là, que ce soit dans le milieu universitaire, mais aussi dans les organismes comme l'UNESCO ou quoi que ce soit. C'est vraiment intéressant. Le blog est gratuit, le livre, évidemment, est payant, mais ce qu'il y a dans le livre se retrouve pas mal dans le blog aussi. Il faut faire attention parce que certaines personnes trouvent que le livre et le blog mettent de l'avant un peu une culture masculine là, dans les universités, le fait de dire, ben, il faut se tenir comme les hommes et tout ça pour, disons, dans les entrevues et tout. Donc, il faut le prendre avec son grain de sel, mais à mon avis, c'est des très bons conseils pour un peu vous orienter dans les demandes du milieu académique. Puis, dans ce livre-là, il y a une proposition de projet de recherche. Là, évidemment, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est toutes des propositions. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, laissez-le de côté. C'est mieux d'être à l'aise, d'être capable de bien expliquer votre projet que d'essayer de se cadrer dans une méthode que vous ne comprenez pas. Mais ce qu'il va proposer, c'est pour vraiment mettre l'urgence, en fait, et l'intérêt à votre projet pour le montrer à des comités de recherche, bien, il y a un peu c'est un modèle de proposition, finalement, que la personne qui écrit The Professor is In propose. Donc, vous commencez par un sujet d'intérêt général, c'est-à-dire une problématique qui concerne beaucoup de gens. Donc, par exemple, si vous, ben, c'est la petite enfance, vous pouvez dire que dans le monde, la période de la petite enfance a été reconnue par les Nations unies comme étant super important pour X, Y, Z. Donc, vous cadrez votre projet dans très grand. Ensuite, mais vous dites, par contre, on a une problématique, puis les chercheurs n'ont pas été capables d'aborder mon sujet de recherche. Donc, plus précisément un peu. Et ça, c'est urgent. Donc, c'est une lacune dans les connaissances. C'est urgent de vraiment répondre à ce besoin-là parce que ça fait tel problème dans la société. Donc, si je vous dis un peu concrètement, disons, c'est reconnu que la période de la petite enfance, c'est une période très importante dans le monde parce que le développement du cerveau de l'enfant, donc, il se développe, il se modifie avec les expériences, tout ça. Puis, voici 2-3 auteurs qui supportent aussi cette affirmation. Mais les chercheurs, ici au Québec, on n'a pas assez regardé comment est-ce que tout ça, la période de la petite enfance et la qualité des expériences dans l'enfance se traduisent dans les maternelles 4 ans et les CPE. Et c'est important. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est urgent? Bien, parce que si jamais on ne le fait pas, bien là, ça veut dire que nos enfants pourraient vivre dans une mauvaise qualité, puis il pourrait y avoir des problèmes au niveau des retards de développement, etc. Donc, vous mettez l'urgence, là. Il faut que ça soit répondu, ce problème-là. Et le récit héros, c'est le fun parce que ma recherche, elle va venir répondre à ça. Donc, comment est-ce que toi, ta recherche, donc, notre recherche va permettre de répondre à cette question-là et la question de recherche. Puis ensuite, c'est important, dans ce modèle-là, on dit toute cette problématique-là ne devrait pas prendre tant de place que ça dans votre projet, dans votre description de projet. Donc, c'est important de garder une très grande place pour la méthodologie parce que les gens du comité vont vouloir savoir comment vous allez régler le problème. Là. Pas juste, moi, je vais le faire et rendez-vous au prochain épisode pour le savoir comment. Non, mais comment est-ce que vous pensez le faire, avec quel outil, avec quel participant, avec tout ça. Donc, c'est un peu ça l'idée, en fait, du modèle, c'est vraiment de dire, mon projet de recherche répond à un intérêt général,
il est urgent d'y répondre et voici comment je vais y répondre. Donc, ça vous donne un peu une idée. Je pense que je suis allée un peu vue. C'est sûr que la case budget, là, c'est plus pour si vous aviez des subventions, là, des idées de projet là, à faire ou des demandes de subvention. Donc, ça ne s'applique pas vraiment aux bourses CRSH et FRQSC là, que vous pourriez faire, mais vous adaptez en fonction de votre projet. Le modèle que tu présentes, c'est aussi celui qui est pris pour évaluer les concours, la thèse en 180 secondes. Si vous faites une demande au CRSH ou FRQSC, c'est des organismes qui englobent tous les domaines de recherche. Donc, vous n'avez pas besoin de faire du tailoring de candidature, c'est-à-dire vous présentez votre projet tel qu'il est, avec sa pertinence scientifique et sociale, tout ça, puis en soi, votre projet justifie son intérêt. Mais si vous faites une demande à un organisme qui est centré sur un sujet ou une problématique X, là, par exemple, la FCFDU, qui était la Fédération là, canadienne des femmes universitaires, bien là, vous avez du tailoring à faire, c'est-à-dire que vous devez ajuster votre projet pour avoir vraiment un angle qui respecte la vision ou les missions ou les objectifs de l'organisme à laquelle vous postulez. Donc, par exemple, mon projet, c'est comparaison de la qualité éducative en maternelle 4 ans et en CPE. Si moi, je veux postuler à cette bourse-là, considérant qu'en plus, c'est un organisme canadien, donc il y a plein de candidatures qui vont être reçues, il faut absolument que je montre comment mon projet permet d'améliorer la condition féminine. Donc, comment le fait d'aller voir la candidature, la qualité éducative en maternelle 4 ans et en CPE, considérant que 98 des personnes qui travaillent là, c'est des femmes, ça va les aider dans leur travail. Donc, ça va permettre d'améliorer les choses pour les femmes. Mais il faut vraiment avoir cet œil-là, ce focus-là, quand vous regardez que c'est des organismes qui sont plus précis là, que généralement là, le CRSH et le FRQSC. Regardez, c'est quoi la mission, c'est quoi les objectifs de l'organisme et comment votre projet de recherche répond spécifiquement à ces objectifs-là. Puis même, c'est une très bonne idée aussi de, si par exemple, vous avez la bourse Pierre-Éliott Trudeau, là, vous voulez faire une demande, puis eux, ils ont 4 objectifs principaux. Vous regardez, je ne sais pas si un des objectifs, c'est reconnaître l'immigration et tout ce qui peut être fait pour ça, vous récupérez les mots qui ont été dits dans les objectifs, puis vous les appliquez, puis vous dites noir sur blanc, mon projet répond à, viens chercher les questions d'immigration dans telle affaire parce que, puis vous montrez comment ça, votre projet vient vraiment s'inscrire dans leur but, puis répond à leurs objectifs aussi à eux. Donc ça, c'est super important de le faire là, dépendamment là, des bourses que vous voulez aller chercher. Donc voilà, puis ça signifie aussi votre intérêt à participer à leurs objectifs et tout ça. Donc, ça vous met dans une meilleure lumière aussi. Puis un autre exemple, c'est le prix d'excellence en recherche. Donc ça, si vous avez une lettre de présentation à faire, vous présentez comment vos contributions à la recherche sont importantes, pas nécessairement comment votre implication étudiante dans l'association est importante. Donc, c'est aussi de faire une balance dans vos expériences et de mettre en valeur ce qui est finalement le focus de l'organisme à laquelle vous postulez. Je reviendrai peut-être juste sur une autre affaire que tu as dit, Maud. C'est outre faire relire, vous pouvez aussi demander à des collègues des années antérieures qui ont soumis des bourses gagnantes de vous prêter leur demande pour que vous puissiez vous en inspirer au niveau de la forme. Des fois, on n'a vraiment aucune idée de ce que ça peut avoir l'air, surtout quand on est dans nos premières armes à la rédaction de bourse. Puis, juste de voir la forme, comme s'inspirer d'un article quand on commence à écrire des articles ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Puis ça peut contribuer. Puis là, c'est les collègues qui vous diront si ils sont à l'aise de vous la prêter ou pas. Ce qui est intéressant avec un plan sur 5 ans, mais ça peut être aussi un plan sur 3, sur 1, sur 6 mois, dépendamment de si vous n'êtes pas sûr de où est-ce que vous en allez, au moins ça va vous donner des objectifs. Donc, ça vous permet de respecter des délais parce que vous montrez des dates limites, vous montrez ce que vous voulez, c'est quoi vos objectifs finalement sur
vos 5 ans. Ça vous permet d'avoir une vision à long terme de comment ça va se dérouler. Puis évidemment, ce n'est pas un plan qui est coulé dans le béton. Ça va bouger avec le temps, mais ça va vous donner une vision à long terme et ça permet de se fixer des objectifs réalistes. Donc, si vous dites pour le mois prochain, je vais déposer ma thèse, c'est peut-être pas réaliste. Donc, peut-être regarder sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, etc. Donc, l'exemple que j'ai là, c'est un exemple que ça fait un petit peu de temps, là, je l'ai mis à jour plus récemment. Mais, donc, moi, j'avais mis toutes en fait, des dates pour des soumissions à des conférences. J'avais mis les dates pour des bourses en général, là, le CRSH, le FRQSC, vous allez retrouver ça. Les FCFDU aussi, je l'avais mis. On va retrouver aussi des dates, des fois pour des grandes étapes du doctorat ou de la maîtrise. Donc, c'est quand ta date de présentation de projet, de soutenance de thèse, etc. Moi, les flèches en couleur, ce que j'avais mis, c'était comme les différentes étapes de mon doctorat. Donc, la première flèche en bleu, c'était mes cours. Donc, je faisais mes cours. Ensuite, ma flèche en noir, si je me rappelle bien, c'était mon stage. Donc, je fais mon deuxième stage cet été. En orange, c'était le recrutement de mes participants. En vert, c'était la collecte de données, donc, etc. Ça vous donne une idée de visuellement, vous devriez être rendu où, à quel mois à peu près. Donc, ça vous permet aussi de vous enligner, de faire plus ou moins d'efforts en fonction de c'était quoi vos objectifs. Ça peut aussi être, vous pouvez ajouter des délais de marché du travail, des objectifs de réseautage. Moi, je n'en avais pas mis parce que je connaissais moins ça un peu. Mais donc, est-ce que vous voulez participer à des rencontres, des réunions, des événements qui arrivent? Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ce n'est pas nécessairement des choses que vous pouvez mettre sur votre CV, mais ça vous permet d'avoir des contacts puis peut-être d'avoir plus facilement un poste ailleurs parce que vous connaissez des gens. Donc, ça aussi, c'est un petit truc à retenir. Donc voilà, c'est une idée de plan. Ça pourrait être un plan sur un très grand. Des fois, il y en a qui ont ça, là, des grands plans annuels qu'on écrit à la main, des tableaux blancs. Ça pourrait être n'importe quoi, mais ça donne vraiment une idée de c'est quoi vos objectifs. Puis ça vous rappelle les dates limites aussi que vous vous êtes mis. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais ça vous donne une idée. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est des dates pour peut-être des rédactions d'articles. Donc, avoir terminé méthodologie de article 1 à tel moment. Donc, ça aussi, ça vous aide au niveau publication. Les occasions de réseautage, ça vous permet de rencontrer des gens qui sont très intéressants, qui partent des projets, puis de vous insérer aussi dans certaines initiatives qui peuvent être intéressantes pour vous. Autant au niveau professionnel, mais juste pour personnellement, j'ai une soif de découverte, j'aime ça, apprendre tout ça. Donc, ça peut être juste des choses comme ça, d'apprendre des nouvelles choses, de faire différent. Ça a vraiment aussi son impact sur la personne que vous êtes finalement à la fin. Là. Petit truc à retenir dans tout ça. Donc, le premier et le dernier conseil, c'est ne pas essayer. C'est la meilleure façon de ne pas avoir de bourse, évidemment. Donc, si vous n'essayez pas, bien, vous n'en aurez pas. Ça, c'est la seule chose qui est certaine. Donc, j'ai pour m'en dire, essayez-vous à tout ce que vous pensez avoir une chance d'avoir. Puis ça va vous permettre d'en récolter quelques-unes, mais aussi de vous entraîner pour d'autres bourses après. Toujours avoir ses relevés de notes à jour, c'est drôle à dire, mais attendez pas à la dernière semaine avant la date limite de la bourse parce que le service, le secrétariat de l'UQAM et des autres universités sont full avec la rentrée et tout ça. Donc, prenez-vous d'avance, puis ça vaut la peine. À chaque session, surtout si vous faites des demandes de bourse à chaque session, ça vaut la peine de demander son relevé de notes à chaque session aussi. Faites vos recherches. Faites-vous un plan de demande de bourse. Gardez-vous les dates limites en tête, peu importe de quelle façon, si vous l'écrivez dans votre agenda, si vous mettez un post-it. Donc, c'est important, là, je vous en ai donné. Puis, dans les dernières diapos, vous allez avoir une liste aussi de bourses possibles qui, en petite enfance, mais aussi en éducation ou d'une façon plus générale. Donc, mais faites vos recherches. Votre profil est unique. Puis, vous avez accès à des bourses que moi, je n'ai pas accès, puis que Nancy n'a pas accès, mais chaque personne est différente. Donc, ça vaut la peine de se garder au courant. Prenez-vous à l'avance. Je ne le dirai jamais assez, je pense. N'hésitez pas à demander des conseils à d'autres étudiants, comme Nathalie a dit, à des professeurs qui ont obtenu des bourses. Donc, c'était quoi ta description de projet l'année passée? C'est quoi ton CV l'année passée? Peut-être des fois, vous allez regarder le CV de quelqu'un et faire comme
hey, j'ai telle chose, je pourrais m'impliquer ou telle affaire, je l'ai faite, mais je ne l'ai pas mis dans le mien. Donc, ça aussi, c'est des choses que n'hésitez pas à vous entraider là, entre étudiants et de demander de l'aide à des professeurs. Orientez vos efforts judicieusement aussi. Donc là, je pense que c'est aussi un secret de Polichinelle, mais il y a certaines choses qui vont vous rapporter plus de points dans vos demandes de bourse. Donc, les articles scientifiques rapportent plus de points que les articles professionnels, que les articles de blog. Donc, c'est toujours, si vous avez une chose à écrire dans la prochaine année, c'est un article scientifique. Si vous avez le temps pour plus, tant mieux. Mais le plus important, c'est l'article scientifique. Même chose pour si vous faites des présentations, bien, si vous avez la chance d'organiser un colloque, si ça rapporte plus de points qu'une présentation orale, qui va vous rapporter plus de points qu'une présentation par affiche. Donc, à essayer d'aller, souvent c'est plus facile de faire une présentation par affiche, mais comme c'est plus facile, ça rapporte aussi moins de points. Donc, même à la maîtrise, je vous encourage à faire des présentations orales, donc à aller vraiment vous impliquer un peu plus dans les colloques et tout ça. Ça vaut la peine quand même. Soyez au courant, là, on a l'infolette de l'équipe qui passe à chaque mois. Il y a des idées de conférences dans lesquelles vous inscrire. Il y a des dates limites pour ça. Il y a dépendamment de quelle infolette vous participez, il y a aussi les facultés. Il y a toutes sortes de façons de voir aussi c'est quoi les dates limites pour les conférences, pour ce genre de choses-là. Puis, vous pouvez soumettre, dans le fond, des propositions. Vous pouvez soumettre plus qu'une proposition, puis vous dire, ben, si jamais j'ai les 2 ou les 3, ben, j'enverrai un message puis dire je vais laisser tomber la numéro 2. Il y a ça aussi, ça se peut. Là. Puis finalement, peut-être la chose la plus importante, c'est une bonne thèse, c'est une thèse finie, comme on dit. Demandez-vous si l'effort en vaut la chandelle. Donc, comme j'ai dit, si vous savez que votre candidature n'est pas nécessairement hyper compétitive, ça ne vaut peut-être pas la peine de mettre 40 heures sur une candidature pour une bourse très haute, très élevée. Par contre, toutes les petites bourses, ça vaut la peine. Donc, pensez aussi dans toutes les limites que vous avez dans votre situation personnelle, familiale, professionnelle. Regardez si mettre du temps dans bourse X, ça vaut la peine par rapport à ce que ça va vous rapporter à la fois au niveau monétaire, mais aussi au niveau CV. Donc, c'est aussi une réflexion que vous devez avoir là, à ce niveau-là. Alors voilà, je pense que c'est tout. Puis oui, c'est ça, là, on a les listes non exhaustives, évidemment, de bourses. Là, je vous en ai mis plein.